Gastronomique avec 6 chefs. Bonjour Stéphane, Stéphane Buron, Le Chabichou, Courchevel. Vous avez réussi à descendre malgré la neige. Il paraît qu'il y a beaucoup de neige à Courchevel. On était en train d'en parler, mais je crois qu'il n'y a pas de neige. Un tout petit peu, un tout petit peu. On est sur 20 cm, mais ça se passe bien. Bien. Il n'y en a pas dans la salle, de toute façon, de la neige. Ni dans la cuisine. Un mot sur Le Chabichou, sur une actualité ou sur... Oh non, le Chabichou, je pense que tout le monde le connaît plus ou moins. Restaurant gastronomique, maison familiale. Donc ça, j'attrais beaucoup sur ce système de la maison familiale parce que de gros groupes sur Courchevel investis et nous, on doit à la fin du mois faire les bilans et les bilans sont positifs même s'il y a un manque de neige. Donc géré par une maison familiale que Jean-François connaît bien puisqu'il a commencé. Maison, en fait, quand j'ai commencé à travailler. C'était sa première maison, donc on a travaillé un petit peu. Et Stéphane y était déjà. Hein. Ensemble. Donc voilà, l'actu, il n'y en a pas. La maison se porte bien, voilà. Et une carte blanche que vous avez évidemment dans ce que vous proposez à la carte. Oui, bien sûr. C'est une maison familiale d'abord. Donc oui. Quand on est dans une maison familiale, il y a un phénomène dont on n'a pas parlé, c'est la clientèle. C'est que moi, quand j'étais au Crillon, j'avais beau avoir carte blanche, on était dans un palace, donc on ne peut pas faire la même cuisine que quand on est ailleurs. Et le contexte, il vient d'être donné par Stéphane, c'est une maison familiale. Donc il y a des habitudes, mais la carte blanche, c'est savoir se mouler à ses habitudes et faire vivre la maison ainsi. Donc c'est à la fois effectivement une carte blanche, mais c'est aussi une intelligence en fait. On ne peut pas tout faire en fait. Et je pense qu'il y a un terrain d'expression pour chaque maison. Et ça me parle parce que quand on parle de maison familiale, le nouveau restaurant que j'ai ouvert, je dis que c'est un restaurant de quartier. Parce qu'il se situe à Saint-Germain-des-Prés, que le quartier est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, je pense que l'esprit familial, comme tu l'as dit, est extrêmement important. Et c'est de plus en plus rare, donc ça devient des bijoux en France. Donc la maison existe depuis 53 ans. Donc voilà, et j'y suis depuis 27 ans. Donc depuis 27 ans. Et la maison a 2 étoiles de Michelin depuis 30 ans. Donc j'y ai participé pas mal, Jean-François un petit peu aussi, et donc voilà. Alors, pourriez-vous nous décliner ce que vous allez nous présenter aujourd'hui? Ça s'appelle le végétal. Donc le végétal, monochrome sur le vert. Donc on va faire un chromeski de grenouille, une viennoise, du moins un chromeski d'escargot, une viennoise de grenouille. Ah, c'est le deuxième chromeski d'escargot qu'on a de la journée. Oui. Hein. Et donc après, flanc de persil oxalis. Mais il y a de l'oxalis en ce moment à Courchevel? Oui. Il n'y a pas de neige. Oui, il n'y a pas de neige, donc on va ramasser. Donc voilà, tout à la base de chlorophylle, voilà. Très bien. Eh ben, on va vous laisser avancer tranquillement. On va revenir vers vous. Hein. Vous inquiétez pas. Dans 5 minutes, on est là. Sans problème, je vous attends. Fabrice Roche, le Juliena régional de l'étape. Bonjour. Bonjour. Dire, hein, c'est le Beaujolais. C'est Villefranche-sur-Saône. Tout à fait, oui. Alors, un mot sur votre établissement, sur ce que vous aimez travailler ou sur ce que vous servez. Alors, ce qu'on sert... C'est une maison connue, hein, le Juliena. Oui, c'est pas... Le vin, oui, est connu. Hein? La maison, pas encore. Oh, on va y arriver. Un peu quand même. Ce qu'on sert, on sert des produits de la région. Oui. On essaye de se fournir le plus près possible avec des petits producteurs. On essaye de travailler les escargots de Bourgogne, le bœuf de Charolles. On a la chance, nous, d'être au milieu de la Bresse, de la Dombes, du Rhône. Donc on a une majorité de beaux produits à portée de main et on essaye de travailler ça. Voilà. Alors, et malheureusement, aujourd'hui, je vous ai fait un Saint-Pierre avec des coquillages. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Aujourd'hui, on est moins Beaujolais. On est moins dans le thème, ouais. Alors, c'est un Saint-Pierre rôti, poireaux, coquillages et truffes, vinaigrette à l'huile de noisette. Voilà, tout à fait. Donc j'ai repris un peu le poireau pomme de terre traditionnel qu'on a retravaillé un petit peu avec une petite gousse de vanille pour amener un peu de douceur. Des coquillages pour amener un peu d'iode parce que moi j'aime ça. J'ai travaillé pendant 4 ans sur la Côte d'Azur. Oui. Donc j'ai un petit mélange des deux. Et le Saint-Pierre parce que c'est un poisson qui me paraît fabuleux à travailler, et la truffe parce qu'on est en saison et que j'avais envie de me faire plaisir aussi. Voilà. Pour le transmettre, le plaisir, il faut aussi l'avoir. Donc c'est un phénomène assez important. On parlera des vins tout à l'heure, mais j'imagine que vous travaillez avec les grands crus et du surtout Beaujolais. Ça devient la mode. Hein.
les appellations du Beaujolais aujourd'hui. Il y a des vignerons qui sont en train d'exploser, qui font très belles choses. Il y a des très très grands vignerons qui ont une quarantaine d'années et qui sont en train de faire des choses fabuleuses. Très très grands crus de Beaujolais qui sont tout à fait, bons, même des Beaujolais blancs. Beaujolais blancs extraordinaires. Qui sont très bien. On dit que les choses sont à la mode, mais finalement, c'est pas une question de mode, c'est aussi les chefs qui mettent en avant des produits, enfin des nouveaux vins ou des nouveautés. Oui, côté prescripteur, c'est important quand on a un restaurant d'utiliser les ingrédients de sa région. Hein. On parlait de territoire. Hein. Ouais. Mathieu Garel, bonjour. 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 Alors, présentez-nous le Bélisaire. Alors, le Bélisaire, c'est un petit bistrot de quartier qui existe depuis une quinzaine d'années. On essaye de déjà respecter la clientèle. Dans quel quartier? Le 15e arrondissement à Paris. Voilà. 15e, Et puis, on essaye de faire une cuisine simple, efficace, et puis qui laisse pas mal de souvenirs en tête. C'est l'objectif. Qui transmet l'émotion, c'est ça? Hein? Qui transmet pas mal d'émotions? C'est un peu l'objectif souhaité, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que ce foie gras que vous allez nous concocter aujourd'hui pourrait rentrer dans votre carte? Il va rentrer à partir de demain si vous validez tous. Ah bah voilà. C'est un essai. Parce que c'était la créativité, donc l'idée c'était de faire quelque chose de... Ah oui, donc de une nouveau vraie et de... créa pour le rentrer. Très bien. Donc foie gras laqué, légumes confits aux épices douces et coquillages. Coquillages. Et des Saint-Jacques qui seront juste brûlés au chalumeau, juste rafraîchis au glacé, pour avoir ce côté un peu barbecue qui n'est pas inintéressant à mon goût. Bon, très bien. On va vous laisser, on revient. Hein. Bonne cuisine. On va essayer. Julien Alano, le clerc de la plume à Grignon. À Grignan. Grignon. Grignan, entre Orange et Montélimar. Oui, c'est ça, dans la Drôme. Je me disais, vous avez vu les efforts. Regarde, un très joli panier avec des très jolis légumes, une très belle présentation du restaurant. Je vois. Non, mais je me disais, il y a une faute de frappe, mais on connaît bien Grignan, c'est la Drôme. Tout à fait. Oui, absolument. La Drôme. Tout à fait. Eh oui. Oui. Hein, un beau département. Mais oui, mais parce que la région Rhône-Alpes, forcément, on oublie souvent quand on parle de truffes noires. On parle de truffes noires du Périgord, mais quand même que la Drôme et le Vaucluse sont les principaux producteurs de truffes, et 90% de la truffe vient de chez nous. Hein. C'est ça, tout à fait. Au moins la fait. française. Hein. Donc c'est pour ça aujourd'hui, je la mets un petit peu à l'honneur, parce que la truffe, c'est pour nous en tout cas un véritable produit de terroir. C'est pas un produit bling-bling tel qu'on peut le concevoir. C'est un produit qui est vraiment... Les gens prennent la peine de le travailler, de le sublimer. Alors, il faut en profiter et faire promouvoir ce produit, non pas pour le côté bling-bling, mais pour le côté terroir et enraciné de la terre paysanne. Vraiment. Alors c'est quoi le coulant à la polenta? De polenta à la truffe Melanosporum. Alors le coulant de polenta, c'est... La polenta qui est là, c'est ça? Voilà, c'est... Je cherchais à faire un petit clin d'œil à Monsieur Brasse avec le coulant au chocolat, mais je voulais le faire de manière salée, parce que j'ai toujours un plat végétarien sur ma carte. Non pas pour faire un plat végétal tendance ou autre, mais vraiment pour répondre à une demande de plats végétariens. Donc, on essaye de trouver des petites combines, de le mettre un petit peu de manière originale. Et le principe de base, c'est donc faire un coulant. Donc, un insert de crème truffée qui sera à l'intérieur de la polenta et qui viendra couler au moment de la découpe. Servi chaud, donc. Servi chaud, tout à fait. D'accord. Donc, une polenta serrée avec un petit peu de fromage, si je comprends, c'est ça? Voilà, un petit peu de parmesan, jaune d'œuf pour amener un petit peu d'onctuosité. Elle sera frite au dernier moment pour donner un petit peu de coloration. Elles sont déjà montées d'avance, alors j'espère. Non. Non? Mais tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et accompagné donc de légumes de saison. D'accord. Ça donne envie en tous les cas. Oui. Et bravo pour la présentation, parce que c'est aussi très joli. Merci beaucoup. À tout de bravo. Suite. Édouard Christodo, le domaine de Saint-Clair. Bonjour. Bonjour. Alors Saint-Clair, précisez-moi le Saint-Clair, parce que j'en connais plein des Saint-Clair. Alors Saint-Clair, c'est en Ardèche. Ah oui, c'est ça, Saint-Clair en Ardèche. Très bien. C'est à côté en fait. On n'est pas très loin là. Voilà. Je ne sais pas si le chef a volontairement choisi des Rhône-Alpins, mais ils ont bien fait. Alors, un petit mot déjà sur vous. Je vous laisse vous présenter votre établissement. Je m'appelle Édouard, je travaille au restaurant Édouard, qui est au domaine de Saint-Clair. Je suis un chef qui travaille beaucoup le végétal. J'ai travaillé donc assez longtemps chez Frédéric Anton.
Et là, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter non un plat, mais un dessert de cuisinier. C'est un dessert à base de légumes. C'est-à-dire qu'on va travailler vraiment la betterave dans tous ses états. Pour moi, on va la faire confire dans plusieurs bouillons pour que vous ayez vraiment à chaque cuillère des typicités, des arômes et des textures complètement différentes. On va travailler aussi l'azote pour les sorbets, pour justement avoir des concentrations de saveurs au niveau du sorbet. Et on va essayer de régaler le chef aujourd'hui. La betterave dans tous ses états. C'est quoi tout ça devant là? Alors, là, c'est mes petits sirops que j'ai fait infuser. Donc là, on a un sirop à base de citronnelle, galanga, gumbawa, gingembre. Ça, c'est un sirop donc au poivre qui a été préparé pour les betteraves justement qu'on va cuire à l'unilatéral par une petite corde. Et là, c'est un sirop juste de pâtissier, orange, vanille, pour vraiment jouer avec les différents goûts. D'accord. Bah, ça donne envie, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on oublie quand même, il ne faut pas oublier que la betterave, c'est ce qui sert à faire du sucre. Donc, la betterave, moi je la travaille, c'est un de mes produits justement préférés. Et je la travaille très très souvent, donc entrée, plat, dessert, c'est quelque chose, on fait vraiment des menus avec mon chef qui est là. Moi quand j'étais plus jeune, j'aimais pas la salade de carottes rouges, parce que dans la Drôme on appelle ça les carottes rouges, parce que c'était pas forcément très très bon, mais parce qu'on s'exprimait pas. Et je pense que si on arrive à s'exprimer avec la betterave, il y a un vrai terrain intéressant pour arriver à sortir d'autres choses. Il faut justement sortir de la salade, quoi. C'est juste ça en fait. La betterave c'est bon en dehors de la salade. C'est ça. Moi, j'aime bien réconcilier un peu les clients, que ce soit avec les topinambours, les panés, tous ces trucs-là où ils ont vraiment plus l'habitude de... Enfin, ils sont très récalcitrants et ça, c'est vrai qu'au restaurant, c'est un dessert qui est assez amusant et qui marche très bien. Bon, bah c'est bien, tout à l'heure. Et notre 6e chef, Kevin. Bonjour Kevin. Williams. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. L'Aigle d'Or, Croissy-Beaubourg. Oui, Je laisse vous présenter. Donc, je suis co-gérant du restaurant l'Aigle d'Or à Croissy-Beaubourg, qui se situe entre Disney et Paris, et Porte de Bercy, à 15 minutes des deux environ. Et je travaille dans le restaurant familial avec mon père. Et voilà, donc en train de prendre la suite, c'est ça? C'est ça. Sur le chemin de la suite? C'est ça. C'est la session de restaurants familiaux en fait. Ça date de mon grand-père, donc ça fait 3 générations. Et des assiettes qui donnent envie. Voilà. Ouais. Très belles assiettes qu'on peut souligner. Bah, j'ai passé tout hier en fait à démarcher les différents exposants dans le salon et je me suis arrêté chez Sylvie Gauquet qui m'a présenté son assiette et qui était vraiment en fusion avec ma recette, donc ça m'a vraiment plu. Et on la connaît bien, elle est venue plusieurs fois sur des concours sur le CIRA nous présenter ses assiettes. Alors c'est quoi le mélange de crabe et de yuzu? Voilà, donc en fait c'est un fin mélange de crabe avec du céleri. On travaille un appareil très, très aérien. Ouais. Et c'est quoi la transparence? Alors, en fait c'est une recette composée de 3 éléments. La première ce sera le consommé donc de carapace, tête de carapace filtrée. Et carapace de crabe? Langoustine. Langoustine et crabe. Petit tricheur, ça se sentait. Et donc ça c'est filtré au torchon. Ouais. Et on va le consommé clair coller à la gélatine. Ensuite on placera donc l'emporte-pièce de fin mélange de crabe. Et on nappera avec la belle gelée de chlorophylle collée à l'agar-agar par contre. D'accord. Donc c'est 2 textures différentes de gélifiant. C'est une gelée en transparence avec le... C'est ça, avec plein de petits condiments dessus et c'est un clin d'œil au chef aux Maldives du Cheval Blanc. J'ai fait un stage là-bas et je voulais lui donner un petit clin d'œil avec toutes les épices qu'il m'a appris à inculquer dans les recettes. Vous êtes sympa, vous nous avez amené votre recette en plus. Voilà. Donc je la mets là, il y a des cartes, il y a la recette qui est là. On peut la mettre là? C'est fait pour partager. Donc ceux qui veulent voir, vous pourrez voir parce qu'il y a déjà le résultat et il y a la recette qui est là. Donc c'est en libre service avec les cartes. Ouais. Bon, tout à l'heure. Merci à tout à l'heure. On va refaire. Vous pouvez les applaudir, nos 6 derniers chefs qui viennent vous présenter. Jean-François, on rappelle que les 23 chefs qui se sont présentés aujourd'hui le font par amitié, uniquement pour le public et pour venir vous présenter à vous des recettes. C'est bien parce qu'on parle beaucoup de partage et de transmission dans notre univers. Oui. On voit la générosité des cuisiniers, ça c'est super important.
On n'est absolument pas dans le concours aujourd'hui, on est dans le festival de la créativité gastronomique. Le but, c'est de vous faire partager avec Vous avez vu qu'on Le a, Chef on des a recettes. Chromeski encore sur une autre version. Oui, et Stéphane est le 4e, je crois, à utiliser les escargots, me semble-t-il, aujourd'hui. En plus. Voilà. C'était radis ce matin et escargot cet après-midi et, Oui. et double Chromeski. Ce qui est le hasard total, puisque, à moins que vous ayez parlé à vos collègues avant de venir, pas du mais je tout. ne pense pas. Mais en revanche, c'est différent. Ah oui, complètement différent. C'est ça qui est revanche, c'est intéressant. différent, ouais. C'est que la manière de travailler les escargots, pour les 4, ont été différentes. Les chefs invités de cette édition 2015 s'inspirent évidemment de leur parcours très Là, varié. c'est les grenouilles. Les grenouilles. C'est grenouille? Oui, grenouilles. Viennoises de grenouilles, là. Hachées, assaisonnées, reconstituées. Sans manchon. Mais tout à l'heure, tu as moulé des escargots, non? Ouais, j'ai escargot aussi. Ah oui. Je me disais Les aussi, deux. je suis, mais je comprenais pas là. Je cherche à nous embrouiller et ça n'a pas marché, hein, parce qu'il y a Ah. tout le monde qui suit. Hein. Viennoise de grenouille panée, petit flan de persil, chromeski d'escargot de Savoie, biscuit de Savoie à la minute et émulsion oxalis sorbet. Ah, je me disais là. aussi. Un petit En peu fait, d'avance. Hein. Bah, non, mais c'est évident. Je disais tout à l'heure, je dis moi c'est quelque chose que je fais depuis le crayon, les chromeski, et c'est très très important de les faire d'avance parce que quand on les panne, si on veut que la panure tienne, quand on les fait frire, il vaut mieux les laisser sécher en fait. Mais ça c'est un petit conseil qu'on peut donner à tout le monde. Je vais me répéter, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est vrai que quand on veut avoir quelque chose de croustillant aujourd'hui, il vaut mieux choisir le blanc que le jaune d'œuf. Donc pané au blanc d'œuf, c'est toujours quelque chose qui donne un résultat plus croustillant. Et si c'est une préparation, si on peut aller laisser sécher, c'est-à-dire qu'on la met sur une grille et on la met au frais, et le froid qui tourne dans le frigo va légèrement assécher, ça donnera quelque chose qui sera plus facilement croustillant que quand c'est très humide en fait. Parce que quand on vient de paner, on met beaucoup d'humidité, donc c'est un non-sens en fait. C'est juste en réfléchissant qu'on arrive à avoir ces petites choses, ces petites sensations qui sont très importantes. Chromeski, croquant à l'extérieur, moelleux, coulant à l'intérieur. C'est Jules Gouffet qui était l'un des, on va pas dire l'inventeur parce qu'on n'est pas là pour faire un peu d'histoire, mais qui est un grand cuisinier qui a écrit 4 livres au 19e et qui utilisait beaucoup de chromeski. C'était la petite minute histoire. Mais c'est bien, il en faut, et, c'est parfait. Stéphane, vous êtes bien installé? C'est l'encyclopédie de la gastronomie, Jean-François. Pour faire un petit clin d'œil. Peut-être qu'il pourrait éditer une encyclopédie. Hein, qui non. Sait, un petit clin d'œil, c'est le Chabichou, c'est la première maison auquel j'ai travaillé en sortant de l'école hôtelière. J'ai rencontré Stéphane là-bas, j'y suis resté 2 ans et il a souligné quelque chose de très important et c'est ce qui disparaît aujourd'hui, c'est les maisons familiales en fait. Parce que dans les maisons familiales, on a un état d'esprit, on a une façon d'agir, de faire qui est totalement différente de beaucoup de maisons. Et c'est ce qui fait de les cuisiniers qu'on est aujourd'hui parce que on a eu la chance de travailler dans ces maisons et ces maisons ont une importance fondamentale et que Stéphane fasse perdurer cet esprit et autres. Parce que petit à petit, en 27 ans, Stéphane a pris une importance grande dans la maison. Assez grand, même si j'ai toujours Monsieur Rogier à mes côtés. C'est vrai qu'il m'a fait confiance depuis presque tout le temps, mais une grosse partie depuis 15 ans. Et c'est vrai que la maison se porte bien, il me fait confiance. J'ai presque carte blanche entre parenthèses. Oui, mais à la limite, ce qui était important, c'est l'état d'esprit qu'il faut donner. C'est un état d'esprit et ça, c'est très très important. Comment vous avez démarré dans ce métier? Comment j'ai démarré? Je suis Vosgien d'origine, donc apprentissage tout simplement. Et puis gravi les échelons, Hôtel Bragard à Gérardmer dans les Vosges. Et puis après sur la Côte d'Azur, Christian Hiller, l'Élysée. Ouais. Et puis j'avais jamais fait de saison de ski. Je me suis retrouvé par hasard, propulsé. Et voilà, maintenant. Mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça que je fais du ski. Hein. Donc voilà. Ouais. Je me posais la question, tu n'as peut-être pas le temps d'en faire, non? Non, j'en fais plus. J'en fais plus. Je pense que
On avait peut-être le temps d'en faire les 2 premières années, mais depuis... C'est pas les années où j'étais là, moi. C'était pas les Donc, années voilà. où j'étais là. Jean-François Piège, est-ce qu'on pourrait un petit peu parler, puisqu'on a la chance de vous avoir, Merci. est-ce qu'on pourrait un petit peu parler de votre parcours? Comment vous avez démarré? Quel a été votre parcours? Moi, j'ai fait une école hôtelière et j'ai pas fait beaucoup de maisons, j'en ai fait 4 dans ma vie. Ouais. La première, c'est le Chabichou. Après, je suis allé travailler avec Bruno Cirino, qui est aujourd'hui à qui était à S-Village et maintenant qui est à la Turbie. Après, j'ai travaillé au Crillon et puis je suis allé travailler au Crillon. J'ai rencontré, je vais le dire différemment, toute ma vie, j'ai rencontré des personnes importantes pour moi. Stéphane l'a été au Chabichou, Bruno Cirino quand je travaillais chez lui. Au Crillon, c'est Christian Constant, Yves Candeborde. Et j'ai travaillé après 12 ans avec Alain Ducasse. Je suis arrivé, il y a une maison, je suis parti, il y en avait quelques-unes. Et après, je suis parti pour vivre ma vie, que ce soit le Crillon, aujourd'hui chez Tout Mieux, et puis même dans le nouveau restaurant qu'on vient d'ouvrir avec ma femme à Saint-Germain-des-Prés. Donc, je pense que on parle de transmission, on parle de partage. Et la vie d'un cuisinier, c'est des rencontres. Et ces rencontres, elles sont jalonnées, moi, dans ma vie professionnelle, sur des rencontres importantes qui m'ont apporté beaucoup de choses. Et j'espère qu'aujourd'hui, c'est moi qui peux apporter des choses aux gens qui travaillent avec moi. D'ailleurs, j'ai un de mes chefs qui a travaillé 10 ans avec moi, qui vient de s'installer, qui a monté un restaurant qui s'appelle Bouillon à Paris, dans le 9e. J'espère que la rencontre qu'on a eue lui portera bonheur et il pourra s'épanouir dans son restaurant. Alors c'est bien de travailler pour les autres, mais c'est peut-être encore mieux de monter sa propre entreprise. Oui, bien sûr, comme vous l'avez fait. Ouais. La première est associée. Maintenant, tout ce que je vais faire, tout ce que je fais, je vais le faire tout seul parce que ça m'a donné envie en fait. Et c'est vrai que quand je dis les rencontres importantes, c'est que ça donne envie en fait. Toutes les rencontres que j'ai faites m'ont apporté quelque chose et m'ont donné envie de faire plus. Et chacune de ces rencontres sont différentes, mais elles m'ont toutes apporté quelque chose. Et elles sont toutes essentielles. Et elles vous nourrissent pour la suite et l'avenir. Fabrice Roche, nous allons faire un point sur la recette de Fabrice Roche, le Juliena, Villefranche-sur-Saône, avec... Comme vous le constaterez, un plat tout à fait beaujolais. Tout à fait. Le Saint-Pierre, dans le Rhône, le Saint-Pierre du Rhône. Le Saint-Pierre on a marié les régions un très petit connu. peu. Non, mais on le disait tout à l'heure, ce qui était intéressant, c'est d'utiliser son territoire et peut-être parfois d'aller un petit peu plus loin. L'important, c'est que ce soit intéressant et que ce soit bon. Là, on voit le Saint-Pierre contisé de truffes, c'est ça? Contisé de truffes avec... donc, on a repris les légumes qu'on a mis dans la purée, c'est-à-dire poireaux, pommes de terre. J'ai fait des petits choux de Bruxelles puisque c'est le moment pour compléter. Et la purée de poireaux sera donc mixée avec un peu de vanille, du beurre et une pointe de crème. Voilà. La vinaigrette, ça sera une base de jus de veau pour amener encore un peu de terre avec la truffe pour garder un lien entre le coquillage et le côté terrien du plat. Voilà. Donc on va essayer de garder les légumes croquants pour amener une... On s'aperçoit qu'en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'expression, elle est multiple. On voit Stéphane à côté. Vous voyez la précision de ses gestes aussi dans la préparation des herbes. Qu'en fait, la cuisine, elle est multiple. Il y a de multiples expressions, mais une fois de plus, il n'y en a aucune qui est plus ou moins légitime du moment où elle est bien faite. Ça va, t'as pas perdu la main, hein? C'est bien, c'est bien au niveau du dressage. Hein. Voilà, c'est bien. L'organisation. Et que, effectivement, on l'a vu tout à l'heure avec les ormeaux, c'était pas spectaculaire au niveau dressage, mais je peux vous dire qu'au niveau goût et au niveau technique et préparation, c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Et je pense qu'on peut un petit peu le souligner parce que Philippe Hardy nous a délivré une vraie technique, comment cuire les ormeaux. J'espère que vous l'avez bien écouté, vous l'avez gardé dans un coin de votre tête parce qu'il nous a transmis quelque chose de très important. Et comme le fait Stéphane là aujourd'hui, dans la précision, c'est autre chose. Mais c'est bien de le voir. Et c'est pour ça que le Festival de la créativité est important. C'est parce que chacun amène
sa pierre à cet édifice. Et voilà. Dis donc, les assiettes, elles sont belles là. Sa technique ça vient du Japon, ça. Je les vends. Ouais, mais ça vient du Japon. Chacun amène sa touche personnelle. C'est le cas de Mathieu Garel, le Bélisaire. Très beau, Mathieu, c'est un foie gras laqué, légumes confits aux épices douces et coquillages. Et vous avez vu, hein, j'ai souligné à chaque fois l'importance de l'assiette. On a eu de multiples assiettes tout au long de la journée. Et c'est intéressant parce qu'avant, on dressait tous dans des assiettes blanches, à peu près toutes les mêmes, et qu'aujourd'hui, il y a des petites choses qui sont différentes et c'est ça qui est intéressant, même dans le choix des assiettes. Oui. J'ai suivi le conseil. J'ai suivi le conseil de juste. Alors ça, c'est intéressant. Donc, c'est un truc. Ah non, c'est un truc que je m'étais approprié il y a quelques années, effectivement. Voilà. Vous avez suivi le conseil goûter, qui avait été donné juste avant. Sur la cuisson des coquillages, qu'il était plus nécessaire de les ouvrir en marinière, mais effectivement, juste de les tremper dans de l'eau bouillante quelques secondes pour garder toute la jutosité, toute l'identité gustative des coquillages. Ça donne envie, hein. C'est vrai. Ça, hein. Faut goûter. Croustillant de pommes de terre. Oui, des petites chips du Bélisaire, justement. C'est les chips de ma maison. C'est mes chips à ma façon au Bélisaire. Ouais. On a le foie gras, le coquillage. Les légumes travaillés comme un tagine et... On les a pas vus. Ah si, ouais. On va les pencher un petit peu pour la caméra. Vous n'allez pas sentir, moi j'ai senti, c'est très végétal. Ouais. L'idée de la recette, c'est de faire un bon voyage en fin de compte entre l'Asie, notre territoire, la Bretagne avec les crustacés, ma petite Bretagne, et puis un peu de foie gras. Et l'ensemble devrait fonctionner correctement. Et le foie gras, il a été juste laqué au sauce barbecue japonais. Bon, ça donne envie, hein. On revient tout à l'heure. On revient pour manger la prochaine fois. Julien Alano, le clerc de la plume l'Ardèche, donc, c'est ça? La Drôme. Pardon, la Drôme, excusez-moi. Grignan. Le dernier qui a fait ça, il a passé sa vie au fond d'une cave dans la Drôme. C'est pas loin, vous êtes les voisins. Les Ardéchois, ils sont à côté. La Drôme, pardon, oui, Grignan, c'est la Drôme, avec le château de Grignan, évidemment. Tout à fait. Bon, moi, je suis curieux parce qu'on va goûter dans combien de temps? Dans pas longtemps, là. Normalement, dans 10 minutes. Pardon, une demi-heure. Et je vois pas les coulants, ils sont où? Il reste une demi-heure. Ils sont dans le four? Ils sont au congélateur déjà. Là, ils sont en train. On peut les voir? Bien sûr. On veut les voir en fait. Coulant de polenta à la truffe, mijoté de légumes de saison au beurre truffé, Julien Alano, le clerc de la plume. L'adresse secrète en Provence pour oublier le bruit du monde. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est... Donc voilà. Voilà la polenta. Là, il y a la polenta donc, qui est serrée, collée aux jambes d'œuf. Et dedans, en fait, j'ai simplement inséré un glaçon de crème truffée. Donc ça, en revanche, ça a été préparé en amont pour pouvoir bien obturer le... Vous disiez bien qu'il y avait quelque chose de fait à l'avance. Oui, là, on est... Je suis magicien, mais pas tant que ça, quand même. La cuisine, ça reste... De l'organisation. Et donc là, il est simplement enfermé. Je vais attendre qu'il prenne un petit peu. Là, on voit qu'il commence à se durcir, à sécher un petit peu. On va le démouler et après simplement passer en friteuse à coloration. Ça lui donne un petit côté gourmand. Et après, on va venir accompagner donc ce coulant de légumes de saison. J'ai pris un petit peu d'oignon doux des Cévennes, du brocoli, carottes de couleur, avec du cuit et du cru. Et un beurre monté à la truffe pour lier tous ces légumes qui vont donner un petit peu ce côté gourmand à la préparation. Bon, voilà, on a tout maintenant. Hein. Fabuleux. Moi, je reste Il est serein parce en plus. Oui, c'est ça, ils sont tous sereins. Pas tant que ça quand même. C'est vrai? Non, parce qu'on lui met la pression sur le coulant. On va vérifier s'il coule. Hein. Il n'y a aucun risque. Normalement, ça devrait couler. Oui, mais je suis toujours étonné parce que vous arrivez dans un environnement quand même sur le Syrah qui est nouveau pour vous et vous l'accaparez sans aucun problème en un minimum de temps, quoi. Oui, on n'est pas inquiet du résultat. Mais j'ai pas de doute là. Franchement, j'ai pas de doute. Édouard, le domaine de Saint-Clair, donc l'Ardèche. Cette fois, c'est bon. Cette fois, oui, c'est la bonne. Mais c'est la fatigue aussi, bon, depuis 10h ce matin. Alors, on rappelle la betterave surprise. En quoi est-elle surprise, cette betterave? Là, on va vraiment travailler, comme je dirais souvent, tout le rapporteur. Il va falloir qu'on travaille le croquant,
Là, je suis en train, par exemple, j'ai des biscuits, on a fait des biscuits à la cannelle qu'on est en train de fumer justement à la cannelle pour que tu aies vraiment cette... On peut ouvrir? Bien sûr. Pour que tu aies vraiment cette odeur un peu de sous-bois. Tu sais, quand tu te balades en forêt, que tu as ces odeurs de bois, ces odeurs... Et moi, c'est ça que j'ai envie de reproduire dans mes assiettes. C'est vraiment la nature, quoi. Donc, en fait, le bois de cannelle qui sert à parfumer ou à faire de la poudre, cette fois, a servi de combustible pour parfumer le biscuit au bois de cannelle. Et la technique, je pense qu'il faut souligner parce que... On parlait, est-ce qu'on a de fumoir ou pas à la maison? Un cul de poule. Je peux me permettre de relever encore? Oui. Bien sûr. Et donc, en fait, une grille et le bois qui se consume avec une cloche avec un petit trou qui laisse passer un petit peu pour pas que ça consume trop l'oxygène dedans. C'est ça, et puis là, on va le laisser fumer. Et puis au dernier moment, si tu veux, je vais le brûler un tout petit peu, le toaster un peu comme les grands-mères, tu sais, elles le faisaient sur la flamme pour que tu aies vraiment ce côté croquant avec le biscuit et la cannelle. Et donc, en fait, voilà, le fumoir, il suffit d'avoir une cloche ou autre chose, un cul de poule. Et l'idée, pour le rendre hermétique, c'était de mettre du papier aluminium qui va venir faire la jointure nécessaire pour pas qu'il y ait trop d'air qui rentre. Ben voilà, c'est ça la cuisine aussi, c'est des petites techniques, il faut être assez malin. Et c'est pour ça que c'est très intéressant en fait. En plus de se dire que la betterave, là, va devenir un dessert. Bah, la betterave, c'est un vrai bijou. C'est vraiment un bijou de... Enfin, c'est le légume, je pense que c'est un légume qui te parle tout seul, quoi. Il y a tellement de sortes de betteraves et je trouve qu'on en parle tellement peu. C'est sympa justement, c'est amusant de le sortir en dessert. Bon, ben on a hâte. Hein. Elles sont où les petites betteraves là qu'on a vu piquer? Les petites betteraves, elles sont là, tu vois, on est en train de les refroidir gentiment dans le sirop à côté, dans une partie du sirop froid. Ouais. Donc on les a attachées, on les a cuits bien droits pour vraiment que tu aies bien le goût de la betterave qui reste et qui aille à chaque bouchée dedans et qu'on garde bien nos petites fans, surtout. Les petites fans qui sont là, on jette et rien. voilà, Tu les as vues? On jette rien. Voilà. Nous, quand on fait des topis, par exemple, chez beaucoup de terres végétales ou des choses comme ça, on garde les peaux des topis, on les fait sécher et on les met dans les terres végétales pour que vraiment tu aies le goût du produit que tu fais. Bah moi, dans mon nouveau restaurant, je fais un bouillon de topinambour, mais je les fais cuire au four. Je les épluche et je cuis les peaux de topinambour, je les mets au four et je les fais infuser, ça fait un bouillon de topinambour. Et après, on vient lier avec la pulpe du légume, ça donne un résultat qui est assez intéressant aussi. Je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin aujourd'hui dans le travail des infusions, de parfumer, à la recherche d'un goût assez intéressant. Bah, tout ça, ça donne envie. Bravo. Hein. Merci. Alors, nous avons un invité surprise. Je vais vous demander d'applaudir un étoilé, l'auberge du Vieux-Puy, Gilles Goujon, 3 étoiles. Vous pouvez l'applaudir, Gilles. Merci d'être venu. Bah, je vais vous laisser entre vous, en fait. Hein, Monsieur, bonjour Jean-François. Bon alors, raconte-moi comment ça se passe la créativité donc en France. Tenez, non mais je vous laisse, hein, sérieux. Un peu petite. Comment ça se passe? La créativité en France en ce moment, est-ce que tu vois autour de toi? Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu la chance d'avoir tout au long de la journée des expressions différentes et que Philippe Hardy nous a démontré que quand on a cherché au Japon une technique pour cuire des ormeaux, on pouvait faire des choses et on s'est aperçu que d'autres allaient un petit peu plus loin en allant chercher dans des recettes traditionnelles des choses. Et il y a des terrains d'expression qui sont larges. En tous les cas, on a vu 23 cuisiniers qui avaient quelque chose à dire. Certains mettaient en scène leur territoire, certains ce qu'ils avaient envie de mettre en scène, leur voyage, ce qui était cher à leur cœur en fait. Et en fait, il n'y a rien d'illégitime, tout est légitime du moment où c'est fait avec cœur pour transmettre des émotions et pour faire de la bonne cuisine, parce qu'en fait, le vrai souci, on peut plus parler tranquille entre nous. Hein. Faut toujours qu'il fasse... faut qu'il fasse l'intéressant. Hein, tu fais l'intéressant, on peut plus parler tranquille entre nous. Hein. Et en fait, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est la deuxième fois que j'anime ce festival, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont des choses à dire. C'est ça qui m'intéresse. Oui, donc la créativité, elle est multiple, elle n'est pas que technique. Ça peut être la créativité des voyages, des souvenirs. L'expression, elle est multiple. Moi, je parle de terrain d'expression, on parle beaucoup de terroir. Moi, ça m'embête un peu, je préfère le territoire, parce que le territoire, c'est la conjonction du terroir et des hommes. Et le terroir sans les hommes, c'est rien. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Je crois, oui. Et que le terrain d'expression, en revanche, il est multiple. Et qu'il n'y a pas qu'un terrain d'expression, il y en a plusieurs. On n'est pas là pour faire de la politique, mais divers et variés, avec
divers sentiments, mais pour une chose, transmettre des émotions. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Oui, tout à fait. C'est que la cuisine, de toute façon, on est là pour transmettre des émotions. Et en plus, on s'aperçoit que la créativité en France, elle est au quotidien, elle est multiple. On trouve ça partout, aussi bien chez les jeunes que chez les moins jeunes, parce que j'en vois quelques chefs qui ont moins de cheveux, donc je me dis qu'ils sont peut-être un peu moins jeunes. Mais Tu dis ça pour toi, en fait. Ah bon? Je les ai perdus ce matin, j'ai pas fait attention. Et ça fait plaisir de voir que les gens ils vont chercher des expressions dans le produit, dans le terroir, dans le territoire, mais dans les voyages, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand on revient du Japon, par exemple, il y a une culture complètement différente, une culture de produits, une culture de poissons. Différente. Complètement différente, ou plus près de chez nous, si on traverse la Méditerranée, on a des expressions d'épices qu'on peut ramener chez nous et essayer de... Moi, je prends un exemple qui est simple parce que ça porte toujours à confusion, c'est qu'on pense que la pomme de terre, c'est français. Je vous rappelle qu'elle a été introduite par Parmentier, ce n'était pas quelque chose qui était originaire de chez nous. Et pourtant, on pense qu'aujourd'hui, c'est un produit du terroir. Et c'est là où il ne faut pas tomber dans cette bêtise d'être cocardier pour rien. Il faut juste être ouvert, perméable aux influences, mais surtout les faire siennes. Parce que je pense que la grande qualité de la cuisine en France, c'est de faire sienne ces tendances, en fait. Quand je dis de faire sienne, c'est de les absorber, de les digérer et de les redonner à sa manière. Et c'est ça qui est très important. C'est vrai, tu parlais de la pomme de terre, et la pomme de terre, tu sais, quand elle est arrivée en France, les gens avaient peur de la pomme de terre parce que la feuille est nocive. Ouais. Et alors, je ne sais plus quel roi avait organisé... non, c'est Parmentier qui les a mis dans un enclos et ils sont venus les voler, les goûter. C'est-à-dire que c'était gardé par des soldats le jour, et la nuit, on enlevait les soldats exprès. Parce que comme il n'y a plus si c'était gardé, c'est que ça valait quelque chose. Et la nuit, on enlevait les soldats exprès. Et donc les gars allaient voler les pommes de terre. Et c'est comme ça que la pomme de terre est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. On va vous laisser les clés. Écoutez, vous fermerez tous les deux. Merci. Non, c'est Gilles qui va terminer. Est-ce que tout va bien? Vous êtes à Fonjoncouze, hein, c'est ça, je l'ai bien dit? Sublime dans maison que j'ai eu la chance de visiter l'année dernière. Alors, le seul défaut, c'est que c'est un peu loin. Mais si vous faites le voyage, c'est pas pour rien. Donc, allez-y. Merci à vous, Gilles Goujon, d'être venu nous voir. Et on peut l'applaudir, bravo. Alors, on va présenter Kevin Gilliams, l'Aigle d'Or. Tu croyais qu'on t'avait oublié, hein? Non, Ils vont pas venir. Croissy-Beaubourg. Où en est-on avec ce fin mélange de crabe et sa transparence végétale au yuzu? Donc j'ai coulé la végétale dans les assiettes et je l'ai collée à l'agar-agar. Donc on la laisse figer. Donc l'avantage, pas besoin de frigo. Pas besoin de frigo. Ça va prendre tout seul. Exactement. Et le consommé de carapace, donc safrané, je l'ai coulé dans les assiettes et collé à la gélatine, donc il faut forcément les mettre au frigo. Voilà. Dans les assiettes en biais. Donc il a fallu les mettre droites, les assiettes, pour couler, c'est ça? Un petit peu de sopalin en dessous de l'assiette, sur le côté de l'assiette. Voilà. Et donc là, je prépare mes petits cornets pour la finition de l'assiette. Donc on a une crème de potimarron, des citrons confits et des oranges sanguines passées au Thermomix et avec bien assaisonné, avec un bon assaisonnement, et une purée de topinambour, voilà, classique, cuit comme une purée de pommes de terre et bien mixé au Thermomix également. Voilà. Bon, bah ça donne envie, ça, hein? Ouais. Aussi. Comment? Ça donne envie? Ah bah, carrément. Ah, bah si Stéphane est prêt, juste avant que Stéphane dresse, je vais demander à Laurent Capdeville de venir me rejoindre. Il s'agit du directeur grande hôtellerie et gastronomie de Enodis. Voilà, on va simplement peut-être aller vers Stéphane parce qu'effectivement il est prêt à dresser. Bonjour, merci. Je vous ai présenté sur Sira TV avant-hier. On va aller là-bas. Enodis qui est partenaire non seulement du Sira, mais également du Festival de la créativité gastronomique. Je dois dire que vous m'avez épaté avant-hier ou hier, je ne sais plus, parce que le temps passe tellement vite, que vous avez fait un exercice délicat sur Sira TV en direct. C'est de raccourcir en un temps minimum les temps de cuisson grâce notamment à un certain nombre d'appareils avec lesquels vous équipez le Sira. Oui, c'était une expérience assez intéressante. Donc nous, on a la chance effectivement d'accompagner les chefs et j'allais dire on est le Lexomil des chefs.
Il faut que leurs angoisses soient sur l'élaboration des assiettes, de ce qui se passe bien, et que toutes les angoisses de matériel, nous, on doit leur enlever. Donc avec un matériel simple et fiable et surtout de la qualité. On peut faire tout le meilleur matériel du monde, mais s'il n'y a pas l'humain, on n'y arrivera pas. Alors pourquoi est-ce que vous avez accepté, puisque vous êtes déjà sur le CIRA, pourquoi vous avez aussi accepté d'être sur ce festival de la créativité gastronomique? Il y a quelque chose, il y a 2 mots magiques, c'est créativité et gastronomie. Nous sommes persuadés que le matériel contribue à la créativité. Les chefs, là nous avons notre ami chef Buron, mais tous les chefs nous posent des problèmes, nous font des questions, et à ce moment-là, c'est à nous d'être réactifs par rapport à ça. Et la créativité, elle vient ensemble. La cuisine, c'est le partage. Donc le partage, il est autour de ce que nous faisons en créant des appareils de cuisson pour leur faciliter la vie, mais pour être de plus en plus précis. Auguste Escoffier, en 1907, disait que la cuisine ne cessera jamais d'être un art, mais deviendra de plus en plus précise. Et ce que nous avons fait, c'est ça. Je vais faire court, mais si vous prenez les sondes à cœur que nous avons, soit sur des fours ménagers, mais chez nous, sur les fours professionnels, c'est ni plus ni moins que le pic de ma grand-mère. Elle piquait son roast beef, elle le mettait sur la lèvre, c'était toujours saignant. Et un jour, il y a un homme qui est venu, qui a mis un thermomètre au bout du pic de ma grand-mère. Il s'est aperçu que la résistance de la lèvre, c'est 54 degrés. Et 54 degrés, c'est un roast beef saignant. Donc on ne fait que quantifier et répéter chaque fois les mêmes gestes et surtout de la qualité. Alors, vous parlez de gestes, excusez-moi, restez avec nous, je vous interromps, mais regardez, parce que ça vraiment, ça s'applaudit quand même. Le chabicheux Stéphane Buron, regardez ce travail qu'il est en train de réaliser, c'est de l'art. Hein. La cuisine fait partie... du moment... On peut qualifier l'art quand il y a une expression, et donc ça c'est une expression, donc on peut dire que c'est de l'art. Ouais, moi j'ai toujours été contre de qualifier la cuisine comme un art, je pensais que c'était de l'artisanat, mais en fait l'art c'est quelque chose qui est le plus personnel possible déjà. En fait, c'est quelqu'un qui m'a dit un jour, le jour où tu seras confronté à l'art, tu le seras parce que tu ne seras plus le même après. Et c'est vrai que quand on fait un grand repas, moi j'ai fait des grands repas dans ma vie, et c'est vrai que j'étais plus le même après, donc c'est ça qui est important en fait. Merci beaucoup Laurent Capdeville. Je rappelle que vous êtes directeur grande hôtellerie et gastronomie, c'est ça, chez Enodis. Et puis vous savez quoi, vous allez pouvoir lui chanter joyeux anniversaire, je crois que c'est l'anniversaire. Ah bah voilà, écoutez, alors bon anniversaire. Vas-y, tu peux venir, les bisous c'est pas moi. Hein. Voilà. Voilà. Si, un dernier mot quand même, parce que vous me disiez hier que vous avez quand même une très forte valeur ajoutée chez Enodis, c'est que les chefs, vous les accompagnez vraiment et qu'il y a un très gros rôle de conseil chez vous. Pas uniquement de fournisseur de matériel. C'est ce qui fait votre valeur ajoutée. Oui, humblement, on essaye de les accompagner dans de la formation, c'est-à-dire on leur met les appareils en main et à eux d'exprimer leur talent. Quand on a travaillé avec le Chabichou, aujourd'hui on travaille avec M. Christodo, on fait des choses. C'est vraiment, nous, notre grand bonheur, c'est qu'ils nous posent des problèmes. Voilà. Quand ils nous posent des questions, c'est que nous, on doit amener des réponses et on doit les accompagner. Souvent, je vais les voir, je suis en costume. Aujourd'hui, je suis en veste de cuisine. Ça veut dire que, grosso modo, j'assume toutes les bêtises que je leur dis. Voilà. Merci à Enodis donc, de votre partenariat. Merci Laurent Capdeville. Jean-François, un commentaire sur le travail de Stéphane. Bon, je ne vais pas en faire parce que l'amitié qui nous lie ne me permet pas de faire un commentaire, sinon ça serait quelque chose de... Moi, j'aime beaucoup le travail que fait Stéphane sur la précision et sur la qualité de son travail. Je vous laisserai juge en fait je vous laisserai juger tout simplement, mais il n'y a pas à juger parce que c'est précis, c'est délicat, donc j'allais dire ça se mange sans fin. Donc de Chromeski, Stéphane, c'est ça? Ouais, Chromeski, viennoise de grenouille. Donc ceux qui ont viennoise de grenouille pour ceux qui ont les petits os. Les petits os, Chromeski, et flan de persil. Voilà, crémeux roquette. Voilà. Et là, on a fait un sponge cake. Un sponge cake. Minute. On peut dire ce que c'est un sponge cake. En fait, c'est un... Stéphane, une émulsion au siphon et cuit instantané. Blanc d'œuf, jaune d'œuf. Là, il y a un peu de pistache. Pour la couleur. Un élément, que ce soit, on peut mettre de la fécule ou de la maïzena, tout dépend des recettes. Ça peut aller même sur des farines d'autres
d'autres légumes, ça peut être farine de lentilles et autres. Et en fait, c'est mixé, gazéifié dans une bombe à chantilly, mis dans un verre. En général, on fait un petit trou parce que ça permet de se décoller facilement. Et on cuit ça au micro-ondes. C'est pour ça que Stéphane est parti derrière pour aller les cuire au micro-ondes tout à l'heure. Donc très végétal, hein. On est 100%. Ça sent le printemps. Si l'envie, parce que c'est vrai que le printemps, la montagne, c'est vraiment une saison fabuleuse, hein. Autant que les premières neiges, c'est intéressant, mais le printemps, c'est pas mal aussi, non? Ouais, puis on va voir. Ça arrive bientôt, hein. Ouais, c'est demain. Hein. On va laisser nous un peu de neige. Les morilles. Non, il n'y en a pas eu cette année. Ouais, on va passer de l'automne au printemps, sans l'hiver. Si, il y en a. Pas encore. Pas encore. Donc Alors, l'oxalis, pour ceux qui ne savent pas, c'est... On fait un raccourci, mais c'est un peu l'oseille sauvage, donc c'est une petite acidité. Puis c'est des choses qui peuvent pousser devant le chabichou, non? Oui. Oui, non, non, on a un beau jardin l'été aussi. Un très très beau jardin. Donc, c'est pas un produit qu'on ramassait il y a longtemps, mais on l'utilise beaucoup aujourd'hui en cuisine, hein. C'est vraiment quelque chose qui est assez utilisé. Alors ça, c'est la même, mais pourpre. Celle-ci, elle vient pas devant le chabichou. Non. On a hâte de voir, hein. On passe à côté. Carrément, on va passer à côté parce qu'on va le laisser terminer et puis il y aura une assiette pour la photo et une autre assiette qui sera présentée au public. On va vous le présenter évidemment, le travail de Stéphane. On va passer à Fabrice et le Saint-Pierre rôti. Fabrice. Ah, mais il nous avait pas tout dit, Fabrice, qu'il y avait un bout de Saint-Pierre mariné dessus. Petite cachotterie. Une petite cachotterie. Il nous l'a pas dit tout à l'heure. Oui. Non. Il faut laisser un peu découvrir les gens ce qu'on fait et je pense que au jour d'aujourd'hui, faire des textes à rallonge sur une carte, ils n'en veulent plus. Donc on essaye de ne pas tout dire, ce qui permet d'avoir un contact avec le client. Et moi, ma femme en salle peut expliquer mes plats. Et donc on a un contact plus facile parce que des fois, ils sont un peu timides, on va dire, les clients. Et ils n'osent pas poser les questions. Donc on essaye de... Saint-Pierre rôti, poireaux, coquillages et truffes, vinaigrette à l'huile de noisette. Vous pouvez nous détailler un petit peu ce que vous faites? Alors là, tout à l'heure, j'ai fait rôtir les légumes accrus, c'est-à-dire pommes de terre, poireaux, pour reprendre ce qu'on avait dans la purée, pour avoir une autre texture sur les mêmes produits. La base d'un parmentier, en fait. La base d'un parmentier ou d'une soupe à l'ancienne, pommes de terre, poireaux. Donc on les a fait légèrement caraméliser et j'ai fini de les lier avec une pointe de beurre, un peu d'huile de noisette et un petit peu de jus de veau avec de la truffe. Tu laisses pas fondre la glace, hein. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle a grainé. Hein? Qui sera pris le premier entre les deux, je ne sais pas, mais... Je vous manque ou quoi? Vous voulez me chercher? Je vous manque ou quoi? Non, mais on regardait en fait lequel des deux sera prêt le premier. Voilà. Bah, allez, on va voir le troisième alors. Mathieu, où en est-on? Prêt pour le dressage? Ouais, parce que j'ai une petite technique qui m'amuse aussi un peu comme la vôtre avec les coquillages et tout ça. C'est que je me suis rendu compte que la cuisson du foie gras pour finaliser au dernier moment au micro-ondes reste exceptionnelle. Qu'on a toutes les saveurs qui restent, que la matière que le gras reste dans la bête. Donc en fait c'est une cuisson qui est marquée à la poêle. Si tu veux, si vous voulez, je l'ai marqué que d'un côté, parce que les deux côtés pour moi ne sont pas nécessaires. Et après, au moment du dressage, je vais mettre 5-10 secondes au. Allez, on y va. Pas devant vous, je peux pas. Ah, si, on reste là parce qu'on veut voir cette technique parce que. Ah mais il est là-bas le micro-ondes donc. C'est pas grave, on veut voir le résultat en direct. D'accord. Ah ouais. On veut voir parce que. C'est ce qui est intéressant. Déjà que je tremble comme une feuille. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que de se dire qu'on peut cuisiner différemment en utilisant les techniques d'aujourd'hui. Moi, j'ai jamais fait, mais c'est pas grave. Hop. Donc, ce qu'on va faire, on va remettre en température très très chaude le petit tagine de légumes.
qui est intéressant là de partager, c'est la cuisson du foie gras. On est parti? On est parti. Donc, les légumes du tagine. Oui, tout simplement. Au fond, comme ça. Elle est pas belle celle-là? Non. Il y en avait deux. Il n'y a plus d'équilibre. J'ai pas entendu, pardon. Oh, c'est un truc entre nous. Ah bon. Un truc de cuisinier. Il vous fait des misères, c'est ça? À moi? Ah non. Non. Ah bon, on n'a jamais travaillé ensemble. Jamais. Les 6 derniers chefs, donc pour les personnes qui nous rejoindraient sur le Festival de la créativité gastronomique, je vous rappelle que c'est une démonstration qui est organisée par le magazine Le Chef. 23 chefs se sont succédés depuis ce matin 10h pour vous faire partager leurs recettes. Ils étaient évidemment libres de réaliser devant vous ce qu'ils souhaitaient. Je trempe comme une feuille. Hein. En fonction de leur inspiration, en fonction de leur territoire. Ils sont venus vous présenter 23 recettes qu'ils vous ont fait partager cet après-midi pour le magazine Le Chef et le Festival de la créativité gastronomique. Un petit mot sur le magazine Le Chef que je tiens dans les mains. Je vous rappelle que le magazine existe depuis 1986, qu'il défend bien sûr la profession et qu'il met en avant les chefs, alors que nous avons un tout premier plat qui vient d'être sorti, celui de Stéphane. Voilà donc le chef de janvier-février. Voilà. Alors on a Stéphane Buron qui va venir nous rejoindre pour le végétal et Fabrice Roche qui a également terminé avec le Saint-Pierre rôti. Voilà, Stéphane Buron, vous pouvez applaudir, qui fait son apparition en premier. Fabrice Roche. Faut pas manger, hein. Faut pas manger, hein. Stéphane, je vous laisse présenter au public. Donc voilà, déclinaison sur la chlorophylle. Donc le végétal avec un chromeski d'escargot, une viennoise de grenouille qu'on a complètement, je dirais, hachée pour éviter, pour avoir une forme plus sympathique. Bien sûr des flancs de persil, un crémeux roquette persil oxalis et un sponge cake roquette pistache. Un sorbet persil et le tout donc acidulé, un peu d'acidité, un peu d'amertume avec l'oxalis. Voilà, et on servirait une émulsion au dernier moment légèrement persillée, acidulée. Grenouille et artichaut en persillade, version végétale en fait. Voilà, tout vert. Ah, tout vert. Je crois qu'on peut applaudir et saluer le joli travail de dressage. Stéphane Buron, le Chabichou à Courchevel. Fabrice Roche, le Juliena, Villefranche-sur-Saône. Alors, Saint-Pierre rôti. Alors, juste une chose, pardon. Oui. On va revenir parce que c'est une technique intéressante de cuire le foie gras comme l'a cuit Mathieu. Allez, tu peux nous dire? Alors, l'histoire, c'est que déjà, dans mon petit bistrot, on est que deux à travailler en cuisine et plus un plongeur. On fait 70 couverts jour de moyenne. Donc, on a les fondamentaux, les bases, mais nous, on est obligé d'aller vraiment à l'essentiel des choses. Donc, je me suis amusé un jour, en coup de speed, à juste marquer mon foie gras et le finaliser au micro-ondes, très peu. Et puis, ça le fait. Cuisson parfaite? Ouais, à mon avis, ouais. Moins de déperdition de matière grasse? Ouais. Et plus de goût. Voilà, c'était intéressant de partager dans cette recette. Oui. Je pense qu'il était intéressant, c'était de partager cette cuisson. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu l'accent. Petite astuce. On va reprendre pardon. Fabrice. On y va. Alors, Saint-Pierre rôti aux truffes, poireaux, pommes de terre et des coquillages. Association terre-mer. Voilà, avec une tradition sur la base du poireau et de la pomme de terre. Tous les potages de nos grands-mères étaient faits à base de ça, pratiquement.
Donc on l'a retravaillé un petit peu et on s'est évadé un peu de nos contrées beaujolaises avec les coquillages et le Saint-Pierre. Voilà. Et ça s'applaudit aussi. Fabrice Roche, le Julien Villefranche-sur-Saône. Voilà, il y a une des assiettes de Mathieu Garel qui est partie donc à la photo et la deuxième, dans quelques instants, va arriver devant vous. Comme quoi, en cuisine, il n'y a que des solutions et je trouve que c'est une jolie solution de trouver, quand on est à la maison, qu'on a peur, qu'on ne sait pas cuire le foie gras, s'il n'y a pas que des professionnels. Ici, bah, vous en avez une technique. Mais il peut être trop cuit aussi, attention. Hein. C'est la même chose. Hein. Non, ça va. Mathieu Garel, le Bélisaire à Paris. Mathieu, c'est à vous. Voilà, bah, comme on l'a expliqué, cela dit, il n'est pas surcuit, il est juste comme il faut. Oui. Et puis là, en fin de compte, bah, c'est un petit voyage au travers les régions, les continents, et puis aller, comme je vous disais tout à l'heure, aller vraiment à l'essentiel par rapport à ma brigade. Quoi. Il faut qu'on envoie. On va essayer de vous faire goûter dans le public, vous êtes d'accord? Hein? On va essayer de vous faire passer ça. Ça sera peut-être pas forcément très simple, mais on va essayer. Merci Mathieu Garel d'avoir participé. Le Bélisaire à Paris. Bravo aussi, bravo. Merci. Et là, on voit la polenta de Julien, là, je ne sais pas où il est, il va nous rejoindre. Oui. Et ben ça a fonctionné. Alors, un petit couteau pour voir si ça coule? Allez, on y va? On y va? Coulant de polenta, la truffe, Julien à l'anneau, le clair de la plume à Grignan dans la Drôme. Donc c'est un peu un hommage à Michel Bras, c'est ça? C'est vraiment le principe. Alors. Ah oui, bah fabuleux. Voilà. On vérifie le coulant. On vérifie extraordinaire. Le coulant. Bravo. Merci. On a un peu trié. Ça marche toujours hein, quand ça coule hein, en cuisine. Hein. Ça fait toujours effet. Pourquoi il y a du gras qui est sorti comme ça? Je sais pas pourquoi il y a du C'est gras. fabuleux. Vraiment, mais ils ont été Ouais, je sais pas 23. pourquoi. Vous avez envie de tout de suite vous transporter dans les 23 établissements. C'est absolument génial. Vous voulez dire un petit mot? Non, il y a un petit peu de gras, ça me dérange, je sais pas pourquoi, mais... Coulant de polenta à la truffe, mijoté de légumes de saison au beurre truffé. Ça donne envie, hein. Ah, mais on va aller voir Édouard parce que je crois que la betterave, ça peut donner envie aussi. Hein. Édouard, le domaine de Saint-Clair, l'Ardèche pour la betterave surprise. Je vous rappelle que le Festival de la créativité gastronomique est organisé par le magazine Le Chef avec la collaboration de Métro, Enodis, président professionnel Badois. Sans moi de l'azote, les billes, s'il te plaît. Et Molinel. Donc là, on a quoi? On a des petites billes de betterave. Donc là, on a des billes de betterave, elles, qui sont confiées au poivre. À côté, on a fait, donc, comme j'expliquais tout à l'heure, de la betterave jaune qu'on a juste blanchie et confit dans un petit sirop d'orange. Là, je suis en train de poser une recette de faux macarons à la betterave dessus. Mon chef, lui, est en train de finir les petites billes givrées qu'on va étaler. Là, je vais mettre mes petits biscuits à la cannelle qu'on a gratinés dessus et la glace qu'on a fait justement. Donc, on l'a fait à l'azote pour vraiment avoir cet aspect de texture terre et très, très concentré parce que c'est un concentrateur de saveur. Beaucoup de travail sur l'assiette aussi. Passe à côté. C'est une recette qui est faite pour aujourd'hui ou qui est en place au Non, restaurant? c'est une recette qui est en place au restaurant. Qui n'y est pas encore. Alors mon restaurant il n'est pas encore ouvert parce qu'on fait des très très gros travaux en ce moment. D'accord. Donc il ouvrira normalement vers le mois d'avril-mai si tout se passe la bien. betterave sur le micro, c'est normal? Ça fait partie de la recette? Ça fait partie de la recette. Beaucoup de texture, beaucoup de travail sur la betterave. Ouais, tu mets tout petit puis moi et on est bon. Alors qui c'est qui va gagner le dressage? Parce qu'à côté, Kevin a presque terminé. Je vois que vous êtes un petit peu à la bourre. C'est un peu la compétition là maintenant. C'est parfait. Faut vous dépêcher, hein, vous allez perdre, je crois, sinon.
Il n'y a pas de concours, je le rappelle, c'est pas du tout un concours, c'est quoi ça? Une démonstration. Ça, c'est de la glace à la betterave. Et là, ce que mon chef est en train de mettre, c'est un coulis de cranberries, parce que j'aime beaucoup la cranberries et la myrtille nature peinture. Donc on l'a fait dans une marinade, justement, à base de baies de genièvre, de poivre, de 4 épices. Ma petite pince, là. Il y a du boulot sur l'assiette. Hein. Vous êtes combien en cuisine? On est 5. On est 5, on fait 35-40 couverts tous les jours. On est ouvert tous les jours. Et j'ai un pâtissier, un cuisinier et mon chef qui est avec moi, on cuisine en permanence. Tac, voilà. Allez, à table. Allez, Kevin, c'est fini? 1 minute, chef. Allez. Donc on voit la transparence en fait. C'est les deux gelées avec au milieu le crabe, c'est ça? C'est ça, chef. Édouard, un petit commentaire, un petit mot pour le public? Ah, pour le public? Oui. Faut manger du végétal. Ça, c'est mon petit mot. Et de l'Ardèche, bien sûr. Bien sûr. Merci en tout cas d'avoir participé. Hein. C'est moi qui vous remercie. Sympa. Bravo à vous tous. Le domaine de Saint-Clair. Et Kevin pour l'Aigle d'Or qui est en train de dresser, donc on en a pour quelques instants. J'en profite pour faire un peu de pub pour cet espace. Demain matin, je vous retrouverai sur cet espace pour le concours de l'Écaillé d'Or et le concours de l'Empereur. Ce sera à partir de 9h. Et demain après-midi, on se retrouvera sur Sira TV pour d'autres plateaux et d'autres présentations. Et demain après-midi, ici même, c'est le Gargantua. Donc on parlera aussi de créativité tout au long de l'après-midi et de la journée de demain sur Cuisine en scène. En attendant que Kevin, puisque c'est pas terminé, je voudrais que... Alors je sais pas... Si, il est là. J'aimerais que Francis Luzin vienne me rejoindre. C'est le fondateur du Chef. Je demande de l'applaudir parce que c'est lui qui a créé le magazine Le Chef en 1986. Oui, ça fait 2 fois, oui. Je vais me faire engueuler. Non, mais merci Francis. D'abord, bravo, parce qu'il y a une très belle organisation pour ces 23 chefs que vous avez coordonnés. Je vous ai fait venir pas innocemment, parce qu'on aimerait bien que vous soyez sur la dernière photo. On attend Kevin qu'il puisse dresser, en fait, et sur la photo, un petit mot sur le chef. Et sur, on ne peut pas dire ce que vous allez annoncer exactement demain soir, mais on peut quand même dire la nature de cette annonce demain. Ah oui, alors le magazine Le Chef aura 30 ans l'année prochaine. Oui. Quand même. Donc c'est un magazine qui aide et qui valorise les chefs. Et mardi soir, c'est-à-dire demain soir, nous allons dévoiler un classement des 100 chefs mondiaux chez qui il faut avoir été. C'est-à-dire que les 100 meilleurs chefs, et ça s'appelle 100 chefs, 100 chef. En anglais, ça fait 100 chefs. Voilà. 100. Donc demain soir. Et ce sera, j'imagine, dans le prochain magazine. Évidemment. Et sur le site internet. À partir de 23h sur le site internet lechef.com. Mardi à partir de 23h. Voilà, attention que le site n'explose pas demain à 23h. Hein. Alors, on va demander à Kevin donc, de venir nous rejoindre pour Kevin Guilliams, l'Aigle d'Or à Croissy-Beaubourg. La deuxième assiette est en train d'être dressée. On est parfaitement à l'heure, c'est parfait. Avec un fin mélange de crabe et sa transparence végétale au yuzu que voici. Et on applaudit Kevin, à qui on laisse la parole.
C'est à vous. Oui, oui. Donc, avant toute chose, je voulais remercier... On a découvert la transparence, là. Hein. Voilà. Avant toute chose, je voulais remercier le magazine Le Chef parce que c'est vraiment une occasion formidable de pouvoir échanger et voir différents aspects. On est tous partis, hein, j'ai entendu, sur la végétale. Et d'un point de départ, on termine avec des choses complètement différentes. Et la créativité, à part de là, en fait, c'est le fait de pouvoir avoir des idées différentes. Et faut pas les craindre, ces idées différentes, parce que ça nous enrichit et c'est mieux que la similitude qui nous fait rester chez nous. Et il faut sortir et rencontrer du monde et échanger surtout. Voilà. Bravo Kevin et merci. Je vous demande de les applaudir. Nos 6 chefs de cette nouvelle session avec notre invité de l'après-midi, Gilles Goujon, voilà, qui est venu qui est venu perturber, mais ça... qui est venu nous faire un petit coucou. Jean-François Piège, c'est à vous que je vais laisser le mot de la fin. Juste pour remercier tous les participants d'aujourd'hui, les 6 derniers plus chaleureusement parce qu'ils sont là, et qu'on a su se réjouir toute la journée de voir des expressions multiples, variées, et extrêmement intéressant, que ce soit, si on regarde que ce soit Stéphane qui nous a exprimé sa technicité, son dressage dans le végétal, une cuisson de foie gras au micro-ondes, un petit clin d'œil à Michel Brave avec ce coulant, qu'on n'oublie pas que la betterave sert à faire du sucre, donc on en a fait un dessert, et puis l'expression, même quand on est dans le Beaujolais, on peut faire du Saint-Pierre, et pour terminer avec une belle transparence. Vous avez vu qu'avec ces 6 intervenants, il y avait des choses multiples et variées, et c'est génial, et j'ai pris beaucoup de plaisir à animer ça aujourd'hui. Donc merci à la famille Luzin, le digne représentant Francis qui est là, de continuer à transmettre au monde ce que les jeunes, les moins jeunes, font dans cet univers. Donc bravo et merci, et bon Syrah. Merci Jean-François Piège. Rendez-vous dans vos différents établissements à Paris. Je vais vous laisser prendre la photo, messieurs, ne partez pas. La photo avec Jean-François Piège, Francis Luzin, Gilles Goujon, Anne également qui va se mettre sur la photo. Voilà, c'était le Festival de la créativité gastronomique. Vous allez pouvoir vous approcher un peu pour prendre des photos. C'est une très très belle photo encore que celle-ci. Cuisine en scène sur le Syrah, c'est terminé pour aujourd'hui. On revient donc demain matin, comme je vous le disais, pour le concours de l'écaille d'or et de l'empereur. Encore une belle manifestation demain matin dès 9 h ici même. N'oubliez pas Syrah TV en direct avec Karine Tessondier demain matin également dès 9 h. Et puis je ne fais pas de la pub pour tous les concours qu'il y a, mais vous le savez, Coupe du monde de la pâtisserie, la boulangerie et bien sûr les Bocuse d'or. Encore une grande édition du Syrah cette année, près de 200 000 personnes attendues, 25 000 visiteurs étrangers. Ainsi s'achève ce festival de la créativité gastronomique organisé par le magazine Le Chef. Merci, à bientôt.